Tous face à moi. Vous quatre, vous serez dans le groupe d'assaut. Doulfikar, Ahmad, vous serez dans l'équipe de soutien. Ok? 2 dans le jardin et 2 dans la rue. Nous sommes avec les Faucons, unité d'élite des renseignements irakiens. Leur équipe d'intervention, la Tactical Team, est formée par les Américains. Son slogan, une balle, un mort. La cible des Faucons est au cœur de la ville de Kirkouk, au nord de l'Irak. Il faut tenir les civils à l'écart. Éloignez-vous! En mission, on doit tenir compte de toutes les éventualités, les explosions notamment. On doit s'attendre à tout de leur part, dans le lieu ciblé et tout autour. Tout est prêt pour l'assaut. Rien signalé. L'un derrière l'autre, l'un derrière l'autre. Amène l'équipe. La maison du terroriste est là. On va l'encercler. Il peut pas nous voir? Non, il peut pas nous voir. La cible est un Irakien, un combattant resté dans les rangs de l'organisation État islamique jusqu'à sa défaite en Syrie. Il est soupçonné d'être revenu en Irak pour participer à la reconstitution du groupe. Rendez-vous! Les mains en l'air! Isolez les femmes! Mets-toi face au mur! Où t'étais avant? En Syrie, Où en Syrie? à Deir ez-Zor. À Deir ez-Zor. Moi, je te connais très bien. On n'est pas l'armée, on vient d'en haut. Antiterrorisme. Et on sait tout de toi. Je te traque du temps où tu étais en Syrie. Ok, Je te demande, mais je sais où tu étais. ok. Tu travaillais pour quelle province? Je vous jure, je bossais pas pour Daesh. J'ai dans la poche l'identité de ton adjoint en Syrie. Je le jure, Tu fais quoi avec ce treillis? je vous expliquerai tout. Les Faucons fouillent l'appartement de fond en comble. Ils recherchent son téléphone portable pour récupérer ses contacts. Je vous jure, je sais pas où il est. Le voilà! Ah, parfait. Allez, on y va. Où ça? On va discuter chez nous. Oui, 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 tout ce que vous voulez. Parfait. Garde-moi en face. Sa famille était dans le camp de prisonniers d'Alol en Syrie. Il a réussi à les en sortir. Ils ont traversé la frontière syrienne et sont revenus en Irak. Il s'est installé ici pour constituer une cellule à Kirkouk. Une cellule dormante? Une cellule active, pas dormante. Ça fait 1 mois qu'il a commencé à travailler ici. On le surveillait. Dans quelques jours, on aura démantelé toute la cellule à Kirkouk. Baisse la tête. Allez, on se retire. Ceux sur le toit aussi. Les femmes, elles, ne seront pas emmenées. L'objectif des Faucons était ce combattant. L'homme vivait dans un quartier abritant de nombreux officiers de l'armée irakienne. Une planque improbable, pratique pour brouiller les pistes. Lève pas la tête. L'homme est emmené au QG des Faucons et aussitôt revêtu de l'uniforme jaune des prisonniers. Tiens-toi droit. Ta tête. Une belle prise, car l'homme livrera par la suite les noms de tous ses complices. Des cellules de l'organisation État islamique comme celle-là, les Faucons en démantèlent tous les jours à travers l'Irak. C'est notamment grâce à leur travail d'investigation que quelques semaines plus tard, le chef suprême Abou Bakr al-Baghdadi est éliminé. La nuit dernière, les États-Unis ont puni le plus grand terroriste du monde. Abou Bakr al-Baghdadi est mort.
C'est un commando des Delta Force, une unité d'élite de l'armée américaine, qui a mené le raid dans l'ouest de la Syrie, près de la ville d'Idlib. Après avoir bombardé les abords du bâtiment depuis un hélicoptère, les soldats américains ont acculé le chef de l'organisation État islamique dans un tunnel. C'est là qu'il a actionné sa ceinture d'explosifs. Il a fallu 9 ans pour aboutir à l'élimination de l'homme le plus recherché du monde. Au cœur de cette traque, la cellule irakienne des Faucons, dont les informations ont joué un rôle central. Bonjour. À Bagdad, au sein de cette gigantesque zone fortifiée, voici le quartier général des Faucons. Unité de renseignement et d'action antiterroriste. Exceptionnellement, nous avons obtenu l'autorisation de suivre pendant 3 mois toutes les actions de la cellule, en enquête comme sur le terrain. Bonjour monsieur. Bonjour, bienvenue. Merci de nous recevoir. Les Faucons ont été formés par les Navy Seals, le corps d'élite américain qui a liquidé Ben Laden en 2011. Ces hommes ne peuvent montrer leur visage pour des raisons de sécurité. Tous font du travail de renseignement sur le terrain. Sur les murs, dès l'entrée, voici les trophées des Faucons. Ce sont des membres de l'organisation État islamique que la cellule a capturés. Ils sont plusieurs centaines, arrêtés dans tout le pays et même en Syrie. Tous aujourd'hui condamnés à mort ou déjà exécutés. Le lieutenant Saad est un des piliers de cette cellule antiterroriste. La guerre se poursuit contre Daesh. Elle est passée d'une guerre sur le terrain à une guerre du renseignement, pour les traquer partout où ils se cachent. Sa mission, démanteler des cellules et arrêter des chefs de l'organisation État islamique. Bonjour. En février dernier, une opération commando a permis de capturer Badr, un cadre du groupe djihadiste. Ça, c'est les dernières opérations que nous avons menées contre Daesh, notamment dans le désert d'Al-Anbar. Cet homme avec l'épée, c'est le terroriste Badr. Et là, c'est encore lui au moment de sa capture par les Faucons. Depuis son arrestation, Badr est gardé ici, au camp des Faucons. Il est accusé d'avoir organisé de nombreuses attaques, conduisant des kamikazes jusqu'à leur cible et provoquant la mort de dizaines de civils. Il aurait décapité de ses propres mains un garde-frontière dans le désert irakien. Les Faucons nous permettent de filmer l'interrogatoire. Faites-le asseoir. Aujourd'hui, c'est Ali, un officier des Faucons, qui mène l'interrogatoire. Badr risque la peine de mort. Il a décidé de collaborer parce qu'il espère sauver sa vie. Apportez-lui des cigarettes. Badr est impliqué dans l'attaque contre une importante prison d'Irak. L'offensive visait notamment à libérer le propre frère d'al-Baghdadi. Les Faucons ont déjoué l'opération. Parle-moi de l'opération contre la prison d'Al-Hout. Qu'est-ce qui était prévu pour mener à bien cette action? Beaucoup d'hommes. 200 combattants environ. Ces 200 hommes, c'était des kamikazes? Bien sûr, ils étaient prêts à mourir en kamikaze et devaient forcer la prison, se battre et, si nécessaire, se faire expulser. L'homme est une précieuse source d'informations. Il a personnellement rencontré Abou Bakr al-Baghdadi et à 2 reprises a même organisé sa planque. Dans le désert irakien, il s'occupait des cachettes des leaders du groupe. Qui creuse leur abri souterrain? Il n'y a pas de personne dédiée spécifiquement à ça, c'est selon le boulot qui se présente. Aujourd'hui, par exemple, on a du monde à cacher, on s'y met à 3 ou 4 et on creuse la planque pour qu'ils s'y installent. La vie dans le désert est difficile. Qui leur apporte à manger? Et leur soutien logistique? Comment ils communiquent puisqu'il n'y a pas de réseau dans ces régions? Pour les communications, ils vont là où il y a du réseau pour appeler.
Même quand il y a du réseau près de leur planque, ils ne prennent jamais de risques. Ils s'éloignent de 30 km, allument leur portable, appellent puis l'éteignent, avant de repartir. Notre entretien est terminé, Badr. Le djihadiste va être ramené dans sa cellule. Ici même, les Faucons détiennent 1500 prisonniers dans ces bâtiments fortifiés qui pourraient devenir une cible pour l'organisation État islamique. Car le 16 septembre dernier, dans ce qui sera son dernier message, al-Baghdadi avait appelé ses partisans à attaquer les prisons. Ne filmez pas le trajet jusqu'à la prison. On craint que Daesh lance une attaque contre notre prison, après la diffusion de votre reportage. On a plein de chefs de l'organisation détenus ici. Le cousin d'al-Baghdadi, son garde du corps. Des détenus proches d'al-Baghdadi et même l'un de ses ministres, récemment capturé. Ici, le nombre de détenus va bientôt tripler. Ali nous emmène vers un bâtiment qui accueillera bientôt des milliers d'autres djihadistes. Là, c'est une annexe en construction de notre prison, car elle ne peut plus contenir tous nos détenus. Les forces kurdes vont nous livrer des prisonniers irakiens attrapés en Syrie. On attend plus de 3000 prisonniers. Des détenus qui constitueront une nouvelle source d'information pour les Faucons. Le lieutenant Karim est un vétéran de la lutte contre l'organisation État islamique et les groupes djihadistes qui l'ont précédé. Ici, c'est la première génération de djihadistes en Irak, devenue plus tard l'organisation État islamique, c'est-à-dire Daesh. Je me souviens de chacun d'entre eux. On travaille dessus depuis 2006. Je me souviens de toutes les enquêtes et des interrogatoires de certains d'entre eux. Abou Bakr al-Baghdadi a pris la tête de Daesh avant que le groupe ne s'appelle ainsi, au milieu de l'année 2010. C'était juste après l'élimination par notre cellule des Faucons de son prédécesseur, Abu Omar al-Baghdadi. L'officier a réussi à plusieurs reprises à retrouver la trace d'Abou Bakr el-Baghdadi. Mais à chaque fois, il passe entre les mailles du filet. Derrière lui, il laisse des indices que les Faucons conservent précieusement. Là, c'est une série de photos de lui. Sur ces deux-là, il était en prison, aux mains des Américains. Ces trois photos-là, on les a trouvées dans une de ses planques. Parfois, le lieutenant Karim a mis la main sur des affaires très personnelles d'al-Baghdadi. Ça, c'est une copie du bac d'al-Baghdadi, son relevé de notes. En langue arabe, 81 sur 100. En anglais, 57 sur 100. Avec ces résultats, il n'a pu être admis qu'à la fac de théologie de l'université de Bagdad. Là, c'est un courrier rédigé sur un cahier d'école, de la main même d'Abou Bakr al-Baghdadi. Ces petits cœurs indiquent qu'il écrivait sur les cahiers de ses enfants. Des cœurs roses, des cœurs bleus. Alors que le contenu des lettres est chargé de haine, d'une idéologie de terreur. Là, il parle de sommes d'argent pour financer une opération terroriste. Ici, 50 000 $, là, 17 500 $, pour acheter une voiture à piéger. Et là, il donne des instructions à quelqu'un. Créer une cellule pour kidnapper des commerçants aisés afin de financer l'organisation. En 2013, les Faucons repèrent une maison dans laquelle ils se cachent, au nord de Bagdad. Ils le ratent à quelques minutes près. Mais Karim va comprendre le fonctionnement de ces planques. C'est dans cette maison qu'il se cachait.
Là, dans ce sol moucheté, on a trouvé l'entrée de sa planque. Il y accédait par là. Il descendait par là. Regardez, là, c'est un de nos hommes. Ça, c'est sa bibliothèque. Sa bibliothèque avec des étagères. Ici, il y a une petite bouche d'aération. Car tout ça, c'est sous terre. Toutes ces pièces étaient en sous-sol. Là, le drapeau du groupe, les oriflammes, des papiers, des livres, le logo. Tout ça, toute cette maison, c'était à lui. Il habitait là, passant d'une pièce à l'autre. Mais Abou Bakr, comme le prouvent ses photos, vivait dans la peur. Il a choisi de vivre comme un rat dans son trou, comme a fini Saddam Hussein. Ici, ce sont des armes qu'on a saisies. Avec là, une ceinture remplie de matière explosive. Elle est légère et elle ne tue que celui qui la porte. C'est ce qu'Abou Bakr al-Baghdadi portait pour éviter d'être capturé vivant. Ce serait avec une ceinture comme celle-là qu'il s'est donné la mort le 27 octobre dernier pour ne pas tomber entre les mains des Américains. Le raid des Faucons contre la maison d'al-Baghdadi en 2013 aurait pu changer le cours de l'histoire. Obéissez-moi, autant que vous obéissez à Dieu. Car c'est quelques mois après leur avoir échappé qu'al-Baghdadi s'autoproclame calife, en juillet 2014. Il vient alors de s'emparer d'un territoire aussi vaste que la Grande-Bretagne, à cheval entre l'Irak et la Syrie. Il commence dès lors à faire régner la terreur dans le monde entier. Face à la puissance de l'organisation État islamique, les Faucons tentent l'impossible, infiltrer le groupe. 2 officiers ont réussi ce pari fou et périlleux. 2 frères, devenus les héros de la cellule antiterroriste. En 2015, on a infiltré Daesh physiquement, mon grand frère, le capitaine Hares, et moi. On a rejoint leur rang sous de faux noms et prénoms et des personnalités différentes. On a rencontré les chefs de Daesh. On a vécu, mangé et dormi avec eux. La confiance s'installe et rapidement, les 2 frères se voient confier des missions terroristes. On nous a chargés d'opérations à Bagdad, comme de faire exploser des bombes, garer des voitures piégées, transporter des kamikazes, pour commettre des attentats en ville. Des missions que les 2 agents vont accepter, mais en apparence seulement. Un incroyable stratagème permettant aux Faucons de tromper l'organisation État islamique. Pour les voitures, par exemple, Daesh nous remettait des véhicules piégés à faire exploser dans la capitale. En réalité, on réceptionnait les voitures, on simulait une explosion sur le lieu convenu avec Daesh. Notre explosion ne faisait évidemment ni victime ni dégâts matériels. Puis, on en informait Daesh, qui très fièrement la revendiquait. Objectif de ces mises en scène, faire croire aux djihadistes que les attentats ont bien eu lieu, protéger les 2 agents secrets et sauver toujours plus de vies en évitant que les attaques ne soient confiées à de vrais terroristes. Mais la machine s'enraye fin 2016. Lors de l'organisation d'un faux attentat, un détail crucial va leur coûter très cher. La caméra de surveillance d'un magasin a échappé à la vigilance d'une équipe chargée d'une attaque fictive. La caméra filme toute la fausse opération. L'explosion d'une voiture et des faucons courant pour se mettre à terre et jouer le rôle de fausse victime. Diffusées sur les réseaux sociaux, ces images parviennent jusqu'à l'organisation État islamique qui comprend qu'elle est infiltrée.
Ares était sûr à 90% que Daesh l'avait démasqué. À 90%. Une probabilité énorme. Mais il s'est sacrifié. Le 31 décembre 2016, Ares accepte une nouvelle mission. Il réceptionne 7 camionnettes chargées de 800 kg d'explosifs. Il est censé la faire exploser le soir même à la Saint-Sylvestre. Ares, qui apparaît ici à l'image, est escorté par son frère. Par de faux taxis et par la Tactical Team, équipée d'un système de brouillage pour empêcher les djihadistes de déclencher les explosifs à distance. La routine pour ces faucons qui emmènent le véhicule piégé afin de le désamorcer. Ali Aboud, combien il y a de sacs? Tu les as comptés? 26. Des sacs bourrés d'explosifs C4 et de nitrate d'ammonium. Pose les explosifs là-bas. En déjouant cet attentat, Ares sauve des dizaines de vies. Mais il signe son arrêt de mort. Les djihadistes ont caché dans la camionnette piégée un GPS et un système d'écoute. Les faucons ne le découvriront que trop tard. Pendant qu'on démantelait la voiture, Daesh nous écoutait depuis Mossoul. Tout ce qu'on disait, Daesh l'entendait, mais on ne le savait pas. 6 mois plus tard, l'organisation État islamique diffusera la vidéo de son exécution. Depuis, Ares est un héros national. Al-Baghdadi a échappé à tous les pièges des faucons. Mais c'est lui qui va finalement se mettre en danger. En avril dernier, il apparaît dans une deuxième et dernière vidéo. Il se met en scène en chef de guerre, s'adressant à ses troupes. En réalité, la bataille entre l'islam et les croisés est une bataille de longue haleine. Il veut prouver à ses partisans qu'il est toujours en vie, mais c'est ce qui va accélérer sa perte. Fadel Abourarif est un ex-officier des renseignements. Il collabore encore étroitement avec les faucons. Son immobilité et la rigidité de ses mouvements, l'aspect figé de ses bras et le fait qu'il ne bouge que les mains confirment qu'il a bien été blessé lors des 3 frappes aériennes ordonnées par la cellule des faucons contre lui. 2 frappes en Syrie et une dans la région de Zaytouna en Irak. Après la diffusion de ces images, les faucons resserrent l'étau sur le terroriste en chef. Ils parviennent à retrouver et à capturer 3 des hommes présents lors du tournage de la vidéo. On a arrêté 3 djihadistes qui ont assisté à cette scène, qui étaient présents durant tout ce tournage. Ce tournage se serait passé dans un abri souterrain, comme celui-ci, pour éviter les frappes aériennes des faucons et de la coalition. Chacun d'eux avait une mission précise. L'un était chargé de lui amener ses femmes, un autre protégeait sa correspondance secrète. Il la transportait sur lui lors de leur déplacement. Le 3e homme arrêté avait préparé ce lieu de tournage. Il a même fixé cette toile blanche ici, à l'arrière-plan, de ses propres mains. Grâce aux informations livrées par ses 3 proches d'Al-Baghdadi, les faucons saisissent des effets personnels du terroriste, abandonné dans l'abri souterrain. Voici la bâche blanche qui tapissait l'abri où se trouvait Al-Baghdadi. Là, il pose avec une Kalachnikov, comme Oussama Ben Laden avant lui. Il y a aussi un chargeur. Et voilà une de ses mitraillettes, comme celle qui était posée à sa droite dans la vidéo. Voici ses médicaments, ses nutriments, le liquide de perfusion qui était dans l'abri. Il s'évanouissait à cause de son hyperglycémie. Un infirmier l'accompagnait pour lui poser des perfusions.
Mais surtout, les faucons découvrent le lieu de tournage de cette vidéo. C'est au nord de Palmyre, au centre de la Syrie. À 200 km de la planque où 6 mois plus tard, il sera cerné par les militaires américains. Les informations récoltées par les faucons autour de l'apparition filmée d'al-Baghdadi ont contribué à faciliter sa localisation. Al-Baghdadi est mort, mais la guerre n'est pas finie. Quelques jours après sa disparition, l'organisation État islamique nommait déjà son successeur. Pour sa survie, le groupe ne compte pas sur des chefs, mais sur une idéologie. À Bagdad, nous rencontrons Hicham al-Hachemi, un spécialiste des mouvements djihadistes qui conseille le gouvernement irakien. Pour lui, le combat est loin d'être gagné. La disparition d'al-Baghdadi pourrait même doper l'organisation dont les attaques sont en constante augmentation en Irak. En 2018, on a recensé 1271 opérations terroristes. Et cette année, on en a eu 4258. Nous avons vaincu Daesh militairement et géographiquement. Mais les causes de l'émergence de l'organisation sont encore là. Le sectarisme confessionnel, l'exclusion, la corruption, l'injustice, la prolifération des armes, la pauvreté, le chômage et le manque de services. Al-Hachemi conseille aussi les Américains, qui traquent l'argent de l'organisation État islamique. Selon lui, le groupe djihadiste dispose d'une fortune pour continuer sa guerre. Daesh possède en Irak et en Syrie 500 millions de dollars, dont 200 millions investis dans ces deux pays. Il a également 700 millions de dollars à l'étranger, dans les pays de blanchiment d'argent, comme l'Indonésie, la Malaisie, l'Azerbaïdjan, la Turquie, le Liban et les États du Golfe. D'après le Pentagone, l'organisation État islamique pourrait compter sur 11 000 membres, rien qu'en Irak. La seule chose qui empêche Daesh de reconquérir des territoires en Irak, c'est la présence de la coalition internationale dans ce pays. Dès que cette coalition se retirera et que les forces irakiennes seront privées de son soutien, il faudra une semaine, 2 maximum, pour que des villes tombent à nouveau aux mains de Daesh, notamment Tikrit, Ramadi, et au nord de Bagdad, la zone de Tarmiya. Tarmiya est à 60 km seulement de Bagdad. Pendant notre tournage, les forces irakiennes y ont mené une vaste offensive, baptisée « Volonté de la victoire », dont voici des images filmées par l'armée. Des milliers d'hommes ont été mobilisés. L'ex-officier des renseignements, Fadel, nous y emmène. C'est toi qui conduis? Rejoins-moi sur la route de Sharji. Je suis dans une voiture blanche. Pour aller à Tarmiya, notre accompagnateur tient à être escorté par un véhicule de l'armée. La zone est dangereuse. Une vaste offensive a eu lieu récemment contre les poches de résistance de Daesh dans la zone. Elle n'était pas satisfaisante. Il n'y a eu ni morts ni prisonniers dans les rangs de Daesh. Alors que Tarmiya est un vivier pour l'organisation. Hommes, stock d'armes, c'est l'arrière-cour de Daesh, sa capitale administrative. Pour Fadel, la dernière offensive était une opération de com', annoncée à l'avance et donc inutile. Depuis que l'organisation État islamique existe, c'est pourtant de Tarmiya que sont lancés la plupart des attentats visant Bagdad. C'est à Tarmiya que les faucons ont failli capturer al-Baghdadi en 2013. C'est à Tarmiya encore qu'Ares, l'officier des faucons, a infiltré le groupe djihadiste. Pour nous déplacer dans la zone, nous devons passer par les renseignements militaires. Ils acceptent de nous escorter avec un convoi de 4 blindés cette fois. En
réalité, Tarmiya n'est pas seulement un abri pour l'organisation État islamique. C'est aussi son grenier à blé, son coffre-fort. Le groupe y prélève des taxes sur toutes les activités agricoles. Regardez cette usine de fourrage. La grande là, elle paye 3 000 $ par mois à Daesh. Tous les mois, Daesh vient prélever ces 3 000 $. Cette usine a d'abord refusé de payer. Daesh a fait exploser son générateur d'électricité en représailles. J'avais même pris des photos. Le mois suivant, elle a payé sans discuter. Un racket systématique. Aujourd'hui, les 4 usines de Tarmiya payent au total 12 000 $ par mois à l'organisation État islamique. Aucun secteur n'est épargné. Produits laitiers, fruits, miel, dattes et surtout le poisson. Ça, ce sont les fermes piscicoles qui financent le terrorisme. Malgré les réticences des militaires, Fadel accepte de nous suivre hors du véhicule quelques instants. Une semaine plus tôt, un convoi de l'armée a été la cible d'une attaque des djihadistes. Ces étangs de carpe sont considérés comme une des plus importantes sources de financement de Daesh au nord de Bagdad. Quand elle ne les détient pas elle-même, l'organisation impose aux propriétaires de ces fermes de lui verser un pourcentage sur les ventes. S'ils refusent, leurs fermes sont détruites, ou alors ils sont tués, ou menacés de voir leur famille décimée. Certains sauvent leur peau en ne versant rien à Daesh pour ne pas enfreindre la loi, et ils fuient la région en laissant derrière eux leurs biens et les terroristes. Les militaires sont impuissants par manque de moyens, mais aussi car la zone serait majoritairement acquise à l'organisation État islamique. De nombreux paysans cultivent des terres pour le groupe djihadiste ou en font tout simplement partie. On a déterré ça dans le verger de l'un d'eux, tout près d'ici. Munitions, TNT, engins explosifs. Ça, c'est une ceinture explosive. Ils la portent avec un gilet plein d'explosifs par-dessus pour tuer un maximum de monde. On peut aller voir le lieu de cette trouvaille? La zone est dangereuse. Donc il y a encore des hommes de Daesh? Évidemment. Si ça se trouve, ils sont en train de nous épier sans qu'on le sache. On n'est pas venu avec une force suffisante et on aurait dû quadriller la zone avant d'y venir. Les soldats nous l'avouent. Ici, ce sont les djihadistes qui surveillent l'armée, et non l'inverse. Quelques semaines après ce tournage, la zone a totalement échappé au contrôle des militaires. L'organisation État islamique y est de retour pour de bon et regarde vers Bagdad.